Merci d'être avec moi en ce samedi après-midi ensoleillé et j'espère que ça va valoir votre temps. Vous avez vu sans doute sur ce premier slide que j'ai légèrement modifié le titre de la présentation pour Algérie en révolution avec le R entre guillemets. Pour essayer aussi d'inscrire la conversation qu'on va avoir ensemble cet après-midi dans un débat sur qu'est-ce qui se passe exactement actuellement dans le pays. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est un mouvement révolutionnaire ou pas? Et quels en sont les acquis en termes de libéralisation politique et de démocratisation? J'ai eu, en préparant un petit peu cette conférence, et puisque ces derniers mois, et voire ces 2 dernières années, on m'a souvent invité à parler du Hirak, je me suis dit que dans le cadre de cette université populaire, où il y a aussi une vocation finalement d'apprentissage plus plein, qui est lié au terme université, ça serait bien de recontextualiser ce mouvement. Donc, par rapport à ce que je présente d'habitude, on va y avoir une dimension historique sans doute un peu plus large. Et donc, je me propose de commencer avec vous par une brève histoire politique de l'Algérie indépendante, en posant un peu des questions fondamentales sur qui gouverne, quel est le système politique et quel est l'espace de contestation, puisque j'ai l'impression qu'il est très difficile d'appréhender un mouvement contestataire sans comprendre pleinement qu'est-ce qu'il est en train de contester, ce mouvement. Donc, on va avoir une première partie qui est à la fois orientée sur le régime politique algérien, mais aussi sur la place de la contestation historiquement au sein de ce régime politique algérien. D'ailleurs, peut-être pour revenir à la première slide, vous l'aurez vu, il y a une photo un petit peu intruse. On a 2 photos du Hirak et puis une photo qui est issue d'octobre 1988, dont on parlera un peu plus tard. Et d'ailleurs, en parlant de photos, ici, vous avez une photo qui est prise du Hirak, mais c'est une scène du film La bataille d'Alger, puisque dans le cadre de ce mouvement de contestation, on a beaucoup de symboles qui sont liés à l'histoire révolutionnaire et à l'histoire de l'indépendance du pays qui reviennent, puisque le mouvement La bataille d'Alger se tient pendant la guerre d'indépendance, et on y voit là l'acteur qui interprète Ali Lapointe. Ensuite, on va consacrer un développement qui sera beaucoup plus court sur la question de qu'est-ce qui s'était passé en 2011 en Algérie. Est-ce que ce pays s'est tenu en marge des révoltes et des révolutions qu'ont connues les pays arabes et méditerranéens, et quels ont été les processus politiques qui ont caractérisé l'Algérie à ce moment-là, notamment en termes de contestation, mais aussi de contre-contestation, de résilience autoritaire, comme on dit souvent dans ma discipline, comme Giovanna l'a rappelé, qui est la science politique. Et après, on va parler du Hirak en Algérie. Là, ça apparaît comme le petit 3, mais ça va être une partie beaucoup plus extensive. C'est plus là, c'est pas des parties équilibrées en termes de temps qu'on va y consacrer. Et cette analyse du Hirak, on va la séquencer par acte. L'acte 1 jusqu'à la démission de Bouteflika, l'acte 2 qui va être jusqu'à la mort du chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah en décembre 2019, et puis ensuite l'acte 3 dans lequel nous sommes encore. Depuis l'élection de Abdelmajid Tebboune à la présidence de l'Algérie. Donc voilà ce programme pour les 45 prochaines minutes, peut-être 50 minutes. N'hésitez pas, j'essaye de garder un petit coup d'œil sur le chat, si je vais un peu trop vite ou quoi, à me le signaler. Sachant que là, c'est plus aussi pour dresser un petit portrait de la situation politique algérienne, pour mieux comprendre dans quel espace politique on se dresse. Donc là, en réalité, ce slide est un peu trompeur, parce qu'on pourrait croire que je vais vous faire l'histoire politique du pays à partir de ses leaders. Vous y voyez là Ben Bella, Ben Mediane, c'est l'ordre chronologique auquel ils ont présidé l'Algérie, Chadli Ben Jdid, aussi Mohamed Boudiaf, Yamin Zeroual et Bouteflika. J'ai pas mis Abdelmajid Tebboune, puisque là on est encore sur l'histoire, l'histoire pré-Hirak. Et donc ce sont les personnalités qui ont été à la tête du pays. Mais en réalité, on peut se poser la question plus pleinement de qui a gouverné l'Algérie, puisque parler de ces hommes-là, ce n'est pas parler pleinement du régime politique algérien et de ce qu'il a
qui le caractérise. Et on pourrait se dire, bon, en fait, cette question, elle est trop simple, qui gouverne l'Algérie, ses présidents, ses institutions, etc. Mais pour ceux qui sont un peu plus familiers de l'histoire politique du pays et qui s'y intéressent, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est sans doute votre cas, c'est un pays dont on qualifie souvent le régime d'opaque, dont on parle souvent du manque de trauma, au point où c'en est devenu un peu un leitmotiv, où je me dis des fois qu'il faudrait qu'on l'interroge un peu plus, nous qui sommes politistes. Et que certains ont commencé à interroger, je pense notamment à un ouvrage collectif sur cette question de l'opacité co-dirigée par Luis Martinez. Mais en tout cas, c'est souvent un régime dont on dit qu'il est difficile à appréhender. Et là, je vous ai mis une petite citation de Mohamed Hachmaoui dans un article qui s'appelle « La corruption politique en Algérie » où il dit « Le régime algérien s'avère assurément l'un des plus résistants à l'analyse. Son leadership est tantôt militaire, tantôt civil, collectif à certains moments et personnalisé à d'autres. Son mode de gouvernement rétif au modèle d'analyse courant reste une énigme. » Ça, c'est juste un exemple d'un politiste qui travaille sur l'Algérie et qui réatteste cette difficulté à bien comprendre ce système politique. Souvent, ce qu'il apparaît, c'est que ce système est d'autant plus difficile, d'autant plus rétif à l'analyse qu'il est duplice, que les règles formelles et les règles réelles du jeu politique ne sont pas les mêmes, elles sont distinctes. Et en termes de production de savoir, puisque pour comprendre un pays, il faut pouvoir produire des savoirs scientifiques sur ce pays, et notamment en sciences sociales, l'une des raisons pour lesquelles c'est un régime difficile à connaître, c'est tout simplement parce que c'est un régime qui fait obstacle à sa propre connaissance, avec un contrôle très fort sur les productions de savoir quand ils sont produits localement. Et puis pour les chercheurs étrangers, il est très difficile d'accéder au terrain, et y compris pour nos collègues historiens. Il y a quelqu'un qui est en train de parler, non? Je vais juste vous demander aux spectateurs de garder vos micros en coupé, s'il vous plaît, pour que l'intervention se passe bien. Vous pourrez poser vos questions après. Merci. Alors, donc, ce régime qui est difficile à lire, mais c'est un régime dont on sait quand même quelque chose. Et l'une des premières choses, l'une des choses sur lesquelles il y a une convergence dans les travaux scientifiques sur l'Algérie. Ça a déjà commencé. On vous entend, ça a commencé. On va laisser l'intervenante faire sa présentation et vous pourrez ensuite poser vos questions. Mais on vous demande de garder votre micro coupé, s'il vous plaît, pour le moment. Merci. Alors, comme je vous le disais, l'une des premières choses dont on sait de ce régime politique... Pardon, vous avez dit quoi? Peut-être que, Joanne, tu peux toi-même couper le micro de la personne. On est déjà en conférence, monsieur, et le temps question-réponse est plutôt après la présentation. Bref, je vais essayer de reprendre. J'entends mal. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce régime politique algérien? C'est que l'armée joue un rôle central. Pour reprendre les mots de Louaila dit, c'est l'épine dorsale du régime, joue un rôle central dans la cooptation des élites civiles chargées de gérer l'administration gouvernementale. Donc on n'est pas non plus sur un régime protéorien du type de ceux qu'on peut trouver dans les régimes latino-américains, avec une armée qui a le pouvoir et qui assume publiquement le pouvoir. On est sur des modalités de cooptation des élites civiles, mais avec l'armée qui a un rôle important en politique. Et j'ai cité d'autres travaux, notamment ceux de Abdelkader Yefsa sur l'armée algérienne, où elle est le moteur, voire la détentrice principale. On voit bien avec ces petites formulations, voire qu'on ne sait pas exactement quelle est l'ampleur du pouvoir politique de l'armée, mais en tout cas on sait. Et souvent, ce qui apparaît dans la littérature, c'est aussi de se dire, en réalité, l'armée n'est pas l'unique détentrice du pouvoir, c'est un champ avec plusieurs acteurs qui sont établis, mais en tout cas, c'est l'une des détentrices principales de ce pouvoir politique. Et notamment, ce qu'on sait de ce pouvoir politique de l'armée, c'est que, et ça, je vous dirige notamment vers excusez-moi, avant de passer à ce slide, un article, j'aurais dû mettre ses références, l'article de Safia Areski dans le numéro de mouvement qui s'appelle Algérie en révolution, que j'ai participé à co-diriger,
qui est paru l'année dernière, qui montre bien qu'en réalité, dans tous les temps de crise politique en Algérie, c'est bien l'armée qui est en première, qui est en avant-première de la scène politique et qui détient de façon visible le pouvoir. Le second élément, j'y ai déjà un petit peu fait référence, c'est que c'est un régime duplice. Ça veut dire que justement, ces militaires n'assument pas le pouvoir et qu'en réalité, on a en Algérie une distinction qui est importante entre la Constitution écrite, et ce que la Constitution affirme, et la Constitution réelle. Et il manque un chiffre, c'est depuis 1962, depuis l'indépendance. Et en réalité, les règles formelles et les règles réelles ne sont pas les mêmes, ce qui participe aussi à brouiller ce pouvoir, c'est la lecture de ce pouvoir et comment on le comprend. Et donc là encore, on est sur quelle est la place des civils au sein du pouvoir, quelle est la place des coalitions qui sont interrogées. Les dernières caractéristiques que je vais donner dans ce slide par rapport au régime politique algérien, c'est outre l'indépendance institutionnelle de l'armée et l'extension de son pouvoir à la fois au politique et à l'économique par des systèmes de cooptation, etc. Outre le prétorianisme en fait du régime politique algérien, ce qui le caractérise, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques et ce que notamment Mohamed Hachmaoui appelle les dirty trick politics. Et c'est un répertoire qui comprend entre autres les manipulations, les infiltrations, les complots, l'intimidation, les purges et les homicides politiques. Donc c'est un système politique où il y a des inimitiés parmi les acteurs qui sont détenteurs du pouvoir et des conflits qui parfois se donnent à voir, des factions, des clans qui se donnent à voir, dont les conflits se donnent à voir notamment quand on a des scandales de corruption qui émergent dans la scène publique, des joutes interposées dans les médias, etc. etc. Et c'est souvent le cas, et ce n'est pas exclusif à cette période post-Hirak. On a vu que beaucoup de personnalités publiques étaient sacrifiées un petit peu et au profit de d'autres, avec notamment des personnalités de premier plan, notamment des premiers ministres comme Ahmed Ouyahia qui ont été arrêtés et emprisonnés. Donc, un régime algérien où l'armée détient une place centrale mais n'assume pas le pouvoir politique, un régime politique algérien qui est duplice où les règles formelles et les règles réelles sont distinctes, un régime politique aussi qui est caractérisé par l'existence de factions dont on ne connaît pas très très bien les pouvoirs réels de chacune, mais dont les conflits se donnent à voir à des moments spécifiques de l'histoire politique du pays, mais assez régulièrement. Maintenant, je vais vous parler plus simplement, plus spécifiquement de quelle est la place de la contestation, puisque c'est ça aussi qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'on voulait parler du Hirak, et donc je cherche à le contextualiser en parlant des mouvements sociaux au sein de l'Algérie. L'une des dates, moi, que je retiens pas mal pour essayer de parler de l'histoire contestataire des années de l'Algérie, c'est de parler des années 80. Qui vont aboutir justement sur octobre 88. C'est des années qui sont intéressantes à étudier parce qu'elles sont marquées par une crise de légitimité du système politique et socio-économique algérien. Donc, à la suite de la mort de Houari Boumediene en 1978, l'armée désigne le colonel Chedli Benjdid comme successeur. Il est candidat unique, il est élu président. On est encore dans l'Algérie du parti unique, bien entendu, pour ceux qui le sauraient pas. Il est élu président en 1979 avec 99,40% du suffrage, puis il sera réélu à 2 reprises, notamment en 88 avec des taux pratiquement tout aussi élevés. Et dans les années 80, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis son indépendance, le pays, dont le régime n'a peu changé, on est sur un régime de parti unique avec le FLN détenteur du pouvoir, le pays a beaucoup changé. La population algérienne entre 1962 et 1980 a triplé, elle s'est urbanisée, elle est de plus en plus scolarisée et donc éduquée. Et dans les années 80, le pays connaît à la fois une crise du logement,
Il connaît un taux de chômage particulièrement élevé, et je parle bien là des années 80 et pas d'aujourd'hui, même si à certains égards, les propos pourraient être réitérés. L'Algérie a aussi une dette extérieure importante qui représente 35,5% de son PIB. Elle est forcée de faire appel à des bailleurs de fonds internationaux du type du FMI qui conditionnent les aides à la libéralisation de l'économie. Et donc, c'est un pays qui abandonne le modèle socialiste qu'il avait embrassé à l'indépendance pour un modèle beaucoup plus libéral. C'est un pays aussi dont les problèmes économiques sont liés au choc pétrolier puis aux chutes successives du prix du pétrole, puisqu'on est sur une économie, et là encore malheureusement ce que sont dit des années 80 serait valable pour l'Algérie d'aujourd'hui. C'est un pays qui dépend de sa rente, c'est un pays dont l'économie est rentière et qui dépend des revenus des hydrocarbures qui sont par définition volatiles. Et donc, les années 80, c'est l'abandon du socialisme. C'est un pays qui se libéralise par contrainte en grande partie. Et donc, on a beaucoup de licenciements dans les entreprises publiques. On a les conditions de vie des Algériens qui se dégradent, et avec des éléments comme des pénuries d'eau, des pénuries d'électricité, etc. C'est un moment aussi où le FLN, le parti unique, est discrédité. La rente, et là pas la rente au sens pétrolier économique, mais la rente symbolique qui est liée à la guerre pour l'indépendance, commence à s'épuiser. Sa légitimité historique s'érode. Et les jeunes Algériens, qui là encore représentaient la majeure partie de la population, sont un peu moins sensibles à la rhétorique nationaliste et révolutionnaire de leurs aînés. Et surtout, la majorité des Algériens en 1980, étant donné qu'on est sur une population très jeune, n'a ni connu la colonisation, ni connu la guerre d'indépendance sur lesquelles le parti FLN, le parti État, repose. Et donc, durant ces années 80, on a une contestation qui prend de plus en plus d'ampleur, et notamment en Kabylie. Cette décennie des années 80, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent aussi cette histoire politique, elle s'ouvre sur le printemps berbère d'avril 1980, qui est notamment lié à la politique d'arabisation, qui a nié très fortement la diversité ethno-linguistique de l'Algérie, et qui a un printemps berbère qui a débuté à la suite de l'interdiction de la conférence de Mouloud Memri en langue berbère, et qui s'est étendu ensuite, et qui a été très sévèrement réprimé, et qui a fait à la fois des blessés, des morts et des prisonniers. La contestation, elle n'est pas qu'une contestation ethno-linguistique pour des droits en Kabylie, elle est aussi protéiforme. On a des grèves des étudiants arabophones à Alger en 1982, parce que eux aussi ont payé le prix de l'arabisation, puisqu'ils sont éduqués en arabe, mais les emplois, leur intégration professionnelle, elle est moindre par rapport aux francophones. On a des émeutes à Constantine en 1986, on a des grèves sauvages qui se multiplient dans le secteur industriel. Et donc, c'est cette décennie qui va culminer avec les émeutes d'octobre 1988, dont je vous ai mis une petite image. Ces émeutes, elles commencent la nuit du 4 octobre 1988 dans le quartier populaire de Beblouet. Le lendemain, elles s'étendent au reste de la ville et à ses banlieues, avant de toucher des dizaines de villes dans le pays. Les acteurs politiques d'octobre 1988 sont principalement des jeunes hommes de quartiers populaires. La contestation est réprimée très violemment et fait là de nouveau des morts. L'armée déclare un état de siège le 6 octobre 1988. Mais dans la foulée, le 10 octobre, Chedli Benjedid, qui était alors président, prononce un discours durant lequel il annonce une série de réformes majeures pour le pays, à la fois constitutionnelles, mais aussi dans les modalités d'exercice des libertés de réunion, des libertés d'expression dans le pays.
Et là s'ouvre une fenêtre, celle de 1989-1992, où on a un gouvernement réformateur qui est dirigé par Mouloud Hamrouche, qui lance une série de réformes politiques et économiques. On a une constitution en 1989 qui libéralise l'espace politique, c'est la fin. Ces émeutes de 88, elles vont ouvrir la fin, elles vont marquer la fin du parti unique. Et donc, c'est un changement majeur, mais également, on va reconnaître les libertés individuelles, on va reconnaître les libertés syndicales et les libertés d'association. Jusqu'alors, on n'avait que des syndicats, un seul syndicat qui était autorisé, l'UGTA, et là on va libéraliser en tous les cas dans le public. Surtout, on autorise la presse privée. Jusqu'alors on n'avait qu'une presse d'État, et donc on a une libéralisation de la presse et des associations, et l'autorisation de création de partis qui ne sont pas le parti FLN. Et donc dans cette foulée, on a plus d'une cinquantaine de partis qui sont créés dans le pays pour se présenter aux élections municipales de 1990. Le parti principal d'opposition à ces élections, ça va être le Front islamique du salut. C'est un parti islamiste dont la popularité est liée à son action sociale et à sa capacité à tirer parti de l'insatisfaction des Algériens, notamment des Algériens de classe populaire, et à se présenter justement comme un parti anti-système. On l'a analysé aussi comme un parti un peu porteur de la revanche sociale, un peu des personnes qui étaient marginalisées dans l'Algérie du FLN. Et donc, avant même, là, je suis allée un peu trop vite, ou du moins, j'ai peut-être mis un petit point au moins dans mon PowerPoint. Avant même les élections législatives, on est sur un parti, sur les premières élections libres en Algérie et pluralistes, c'est celles qui sont municipales, et le parti obtient 54,3% des voix. Et donc, c'est l'échec du FLN qui va tenter de réduire l'avance électorale du fils, mais avec des tactiques qui sont celles de redessiner les cartes électorales, de recréer des nouveaux partis pour essayer de disperser le vote islamiste, etc. Mais rien n'y fait. Le 26 décembre 1991, lors du premier tour des élections législatives, le fils remporte déjà plus de 48% des voix, soit un peu plus d'un tiers des sièges lui sont d'ores et déjà attribués à l'issue de ce premier tour, et on annonce qu'à l'issue du deuxième tour, pour les circonscriptions qui sont encore en ballottage, eh bien, il pourrait remporter jusqu'aux 2/3 des suffrages. Et donc, le 11 janvier, après avoir forcé la démission de Chadli Benjedid, le Haut Conseil de sécurité, donc un organe de l'armée qui réunit les hauts officiers, suspend le processus législatif au nom de défendre la démocratie. Le victoire du fils représente une menace tant politique qu'économique, pour un régime aussi qui était caractérisé par le népotisme, par la corruption. Beaucoup d'analyses différentes en fait pour essayer de comprendre pourquoi avoir libéralisé le système politique, puisqu'il y a eu une vraie libéralisation entre 1989 et 1991, pour ensuite, tout de suite après, refermer. Pour certains, c'est le résultat d'une erreur de calcul politique. On pensait pouvoir, les détenteurs du pouvoir pensaient pouvoir le garder malgré l'ouverture des élections, rester le parti dominant. Pour d'autres, c'est un jeu d'équilibre entre différents tenants des réformateurs et des conservateurs au sein du régime politique algérien, et ce retour en arrière et reflète la perte de pouvoir des réformateurs, et notamment de Hamrouche. Et donc, c'est pour ça qu'il y aurait eu cette marche arrière qui aurait été faite par rapport à l'annulation du scrutin et à l'interruption du processus législatif. En tout cas, l'armée
opte pour une option répressive forte par rapport au fils, avec une tentative d'éradication du parti, dont une bonne partie des acteurs se radicalisent et montent et prennent la lutte armée. Et donc, ça ouvre, comme vous le savez, à la décennie noire. Juste entre guillemets, pour ceux qui s'intéressent à cette petite fenêtre démocratique et qui s'intéressent à l'Algérie, je trouve que l'ouvrage de Miriam Ait Aoudi sur l'expérience démocratique en Algérie 1988-1992, puisque c'est le seul moment où l'Algérie a connu une vraie libéralisation politique, vaut la peine d'être lu ou parcouru. Et donc, une décennie noire où les civils sont pris entre un conflit armé entre le régime politique algérien et son armée et les islamistes, hein, notamment l'armée du Front islamique du salut, l'AIS, et le GIA. Je ne vais pas m'étendre, il faudrait peut-être toute une autre conférence et peut-être même faire appel à un autre conférencier sur cette décennie-là. Mais vous le savez, le bilan est lourd. On n'en sait pas réellement l'ampleur, mais clairement, on est à plus de 100 000, entre 100 000 et 200 000 morts. C'est aussi une année où le travail de mémoire est un peu difficile à faire, puisque la loi de réconciliation nationale, à l'arrivée de Bouteflika, interdit un petit peu de remettre en cause les acteurs et qui a fait quoi, en tous les cas, lors de cette décennie noire. Mais le tribut a été lourd. Le tribut a été notamment lourd pour l'université algérienne, qui a perdu énormément de monde, mais puisque c'est une décennie où il y a eu beaucoup d'émigration depuis le pays. Tout ça pour aboutir à une question, quel est le régime politique algérien depuis justement cette situation-là? On est souvent sur un régime politique, pour ceux qui ont fait un petit peu de sciences politiques, c'est vrai qu'on a souvent une typologie en 3 régimes: démocratie, autoritarisme, totalitarisme. Mais les sciences sociales sur les mondes arabes et méditerranéens ont beaucoup contribué aussi à cette typologie et ont de plus en plus pensé les régimes hybrides. En fait, c'est des régimes qui appartiennent plus à l'autoritarisme qu'à la démocratie. On est bien d'accord, ces régimes sont des idéotypes, hein, et il y a des démocraties libérales, tout comme il y a des formes d'autoritarisme plus ou moins libérales. Mais on est sur des régimes semi-autoritaires où souvent on va avoir, où certains vont qualifier de zone grise un petit peu, qui vont avoir certains attributs d'un régime libéral où l'espace politique ne va pas être complètement fermé, mais qui sont essentiellement, hein, je tiens à le dire, que les régimes hybrides sont d'essence autoritaire principalement. Et surtout, ce que cette recherche nous dit sur ces semi-authoritarian regimes, comme on les appelle dans la littérature anglo-saxonne parfois, des régimes semi-autoritaires, c'est que ce n'est pas des accidents de parcours, ce n'est pas des démocratisations ratées, mais c'est aussi des régimes qui sont voulus comme tels, où on instrumentalise la libéralisation politique. Et donc, dans ce régime-là, je vais essayer d'aller vite sur ces partis-là. Qu'est-ce qu'il en est? On est sur des partis d'opposition, puisqu'on l'a dit, ils sont multiples en Algérie, ils sont de nouveau multiples dans l'Algérie de Bouteflika, et ça a été introduit à partir de 1988. En fait, ce que les travaux de sciences politiques montrent sur les partis politiques algériens, c'est qu'on est sur un système de multipartisme exclusionnaire, et donc que les partis politiques n'ont que 2 solutions finalement. C'est soit être loyal au régime et le servir, et là je cite le Houari Ladi, soit ne s'opposer que de façon formelle et non pas de façon réelle au régime politique. Ça veut dire on peut par exemple plus facilement émettre des critiques à l'égard de la gestion du pays, du président, mais pas des critiques fondamentales sur la démocratie ou l'absence de démocratie. Ni critiquer l'armée et son rôle politique, bien entendu.
Ce sont en fait des acteurs qui ne peuvent pas avoir un rôle plein de partis de contestation, tout simplement parce que le régime politique algérien met en place une stratégie qui est nommée la stratégie un peu du bâton et de la carotte, qui consiste à mettre en place des mécanismes de sanction, le bâton, et des mécanismes d'incitation, de cooptation, la carotte, pour neutraliser l'opposition. Et cette stratégie, elle a notamment été mise en place à l'égard des partis islamistes. Autre que le fils, justement, le fils a été sanctionné pour sa victoire, mais d'autres partis islamistes qui existent et qui ont existé dans l'histoire politique algérienne, eux, ont été plutôt cooptés. Pour ceux qui s'y intéressent, je vous invite à lire notamment le travail de Amel Boubker sur les partis islamistes algériens et notamment, enfin, c'est un article qui est disponible en ligne gratuitement dans l'année du Maghreb, où elle voit comment progressivement le mouvement de la Société pour la paix, le Hamas, le MSP algérien, et le mouvement pour la réforme nationale Islah, qui sont deux partis islamistes algériens, qui étaient au départ des partis qui vivaient dans la clandestinité, qui étaient des partis contestataires, ont été progressivement des partis cooptés et qui sont rentrés dans des coalitions avec le régime et qui ont été complètement vidés de leur charge contestataire. Mais ce n'est pas seulement les partis islamistes qui sont domestiqués, qui sont neutralisés dans le champ politique algérien, pour reprendre les mots d'Amel. L'autre élément qui est mobilisé pour vraiment désamorcer la contestation politique dans le pays, c'est celui de brouiller le paysage politique. Et ça se fait en essayant de créer des multitudes de partis. Et ça, assez régulièrement, quand on a en Algérie des moments de crise politique, ça va suivre par une réforme électorale et pour l'invitation à créer des partis. Et ce qu'on veut, c'est diviser le vote, et aussi le système politique algérien a tendance à vouloir créer des partis un peu clones qui ont tendance pour essayer de venir capter les votes de partis qui sont perçus comme étant un peu plus dangereux. Et ça fait une forme de dumping politique où on noie un peu le marché électoral avec plein de nouveaux arrivants, on brouille le paysage pour que les élections soient difficilement lisibles. Et donc, on fait des partis qui existent, bien souvent des coquilles vides, qui ne sont existantes qu'à des moments de campagne électorale et qui après disparaissent un peu de la scène politique. Alors, bon, il ne peut pas y avoir de parti d'opposition. Très rapidement, les processus électoraux aussi sont complètement discrédités. Et là, on n'a même plus à faire appel forcément à du bourrage d'urnes. On est sur des élections qu'on dit non concurrentielles, dans le sens où, là, on est sur une science politique, ne lisez pas le slide, c'est une science politique assez classique, mais c'est des élections où, en fait, on n'est pas en mesure d'écarter le candidat qui est mis en avant. Et donc, c'est des élections où il n'y a même plus forcément à les truquer tant que ça, tout simplement parce que l'offre électorale à la base est tellement faible et ne permet pas de réelle contestation ou opposition qu'elles sont jouées par avance. Et ce qui caractérise bien le processus algérien, mais aussi ailleurs, hein. Aujourd'hui, la plupart des systèmes autoritaires sont des systèmes autoritaires électoraux où ce rituel très démocratique qui est l'élection a lieu, mais où on n'élit pas grand-chose. Et on voit d'ailleurs ces dernières années, depuis le début du Hirak, à quel point les autorités ont tenu à l'élection présidentielle, à l'élection aussi, au vote, en tous les cas, pour la Constitution, et là aussi à l'élection législative tout bientôt, hein. C'est pour aussi mettre en place une forme de façade démocratique. Et quid de la société civile, quelle place pour les associations, puisqu'elles existent, hein, et les syndicats. Les syndicats existent dans le public en tous les cas, en Algérie, moins dans le privé. Là, on va avoir je vais passer très rapidement parce que je me rends compte que j'ai été très longue là pour l'instant, mais on a la libéralisation des libertés syndicales et associatives qui est bien sûr entravée. On a des stratégies qui sont très similaires à celles qui sont mises en place pour les partis d'opposition, ça veut dire coopter et réprimer.
Là, en plus, on tient les associations par l'argent, tout simplement parce qu'on leur interdit de recevoir des fonds étrangers, mais on ne les finance pas aussi. Donc, c'est difficile d'exister dans un espace associatif en Algérie à ce titre. Et on voit bien là que pas mal d'associations font l'objet de répression, de tentatives d'intimidation, etc. etc. Juste ensuite, je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en Algérie en 2011, puisque c'est un pays dont on a beaucoup dit que justement, au moment des révoltes et des révolutions, il ne s'y était rien passé. Et c'était pour revenir un petit peu à ce moment-là. Les images de manifestations là que vous voyez sur le slide sont bien des images qui sont issues de cette période-là de 2011. Déjà, savoir que l'Algérie de Bouteflika et des années 2010, malgré à ce moment-là un prix du pétrole qui était encore, des hydrocarbures plus globalement, qui était encore très favorable et donc une capacité de redistribution de la rente assez forte, c'est un pays qui était caractérisé par les émeutes et les mobilisations sectorielles. 2011, d'après même les sources du ministère de l'Intérieur algérien, on y comptait plus de 10 910 émeutes qui touchaient à la fois des grandes villes et des petites villes, c'est plutôt un phénomène urbain, qui pouvait engendrer des dégâts majeurs et qui étaient souvent liés à des situations précises, coupure d'eau, coupure d'électricité, programme de redistribution de logements, etc. Mais pour ceux aussi qui s'intéressent à la science politique, on voit bien notamment dans les travaux de Johanna Siméan que souvent ces émeutes vont prendre comme cible des administrations publiques et les autorités. Et donc, même si elles ont des déclencheurs économiques, elles sont politiques aussi, ces émeutes. Et justement, l'année 2011, elle s'est ouverte en Algérie sur des émeutes dans les wilayas de Tipaza et à Oran avant de s'étendre progressivement au reste du pays, notamment à Alger à partir du 5 janvier. Et elles ont duré jusqu'au 7 janvier, ces émeutes. Là encore, elles ont pour acteurs principaux des jeunes hommes qui mettent en place des barricades, qui utilisent des roues en feu pour essayer de bloquer les forces de l'ordre, etc. etc. Et ces émeutes, elles ont débuté suite à l'augmentation généralisée des prix, notamment de l'huile. Et elles sont caractérisées par le fait qu'elles sont émeutières et donc il n'y a pas un mot d'ordre, elles ne sont pas organisées, elles ne sont pas pacifiques, c'est des émeutes. Et lorsque les autorités algériennes vont réagir, elles vont réagir de deux manières différentes. Petit 1, on va essayer de vraiment limiter la lecture de ces événements à leur dimension socio-économique, en mettant en place des dispositifs pour essayer de pallier à l'augmentation des prix, de subvention des matières premières, en aussi redistribuant la rente pour redonner un peu d'ampleur à des processus à des politiques type emploi jeune, microcrédit, etc., etc. Mais puisqu'on est dans le contexte aussi de 2011 dans la région, il va y avoir d'autres éléments. Ce que faut savoir aussi de ces émeutes-là, c'est que en fait, il va y avoir une tentative quand même de les canaliser et de sortir du modalité d'action émeutière et pour leur donner une teneur un peu plus politique. Le 21 janvier, on va avoir la création de la coordination nationale pour le changement et la démocratie, qui va réunir différentes associations et partis politiques. On compte parmi eux, par exemple, la Ligue de défense des droits de l'homme, SOS Disparu, des syndicats autonomes. On compte aussi des partis comme le Rassemblement pour la culture et la démocratie de Saïd Saadi, etc. Par contre, il va y avoir très vite une scission en fait entre les associatifs et les partis, et donc il va y avoir des modalités difficiles et il va y avoir des difficultés de ces acteurs associatifs et partisans à récupérer cette colère qui s'est exprimée par l'émeute et à en faire quelque chose d'autre. Progressivement, le mouvement va s'essouffler. On l'a dit, les autorités ont réagi
en mettant en place des programmes de redistribution, etc., de la rente, mais aussi on va mettre en place des réformes cosmétiques, hein, une nouvelle loi de l'information. Ce n'est pas rien, la levée de l'état d'urgence, hein, qui existait depuis 1992 et qui est levée en 2012 et qui interdisait notamment de manifester. Et on a un maintien de l'ordre qui est très présent, hein. À ce moment-là, les forces de l'ordre sont tellement présentes que Alger la bleue et Alger la blanche est surnommée Alger la bleue, mais qui s'est fait sans arrestation massive. C'est vraiment de la dispersion et de l'occupation de l'espace public, au point où vraiment il y a des fois des manifestations où, selon même les sources des manifestants, il y avait 2000 manifestants. Et mais il y avait un dispositif policier de 20 000 hommes qui était mis en place à Alger pour essayer de bloquer les manifestants et de disperser la manifestation. Et donc, tout ça a conduit à ce que ce mouvement ne prenne pas de l'ampleur et ne conduise pas à un mouvement de type révolutionnaire comme ça a été le cas ailleurs, sachant que plusieurs éléments donc, se sont conjugués, hein, entre la répression, les réformes cosmétiques et la redistribution de la rente pour calmer la colère. Alors, théoriquement, je suis déjà à 38 minutes et donc je vais quand même essayer de laisser le maximum de temps pour les questions, mais on va encore prendre un petit peu de temps. Je pense qu'on va prendre 20 minutes et qu'on va aller jusqu'à 17h, comme on a jusqu'à 17h30 pour débattre, pour parler du Hirak, puisque ça me semblait important à la fois de comprendre quelles sont les modalités d'action en Algérie, quel était le régime dans lequel ce Hirak est venu s'inscrire, et juste pour revenir sur ce qui s'est passé en 2011 en Algérie. On a beaucoup lu un peu que la révolution, finalement, ou les printemps arabes, comme on les a nommés à un moment, ou arabo-berbères, ou eh bien, n'a pas eu lieu parce qu'on était face à un peuple soit apathique, soit en retrait de la vie politique, soit d'autres analyses insistaient vraiment sur le trauma de la guerre civile, avec une relecture un peu différente de la chronologie, de la temporalité, en insistant sur le fait que l'Algérie finalement aurait déjà connu son printemps en octobre 1988 et donc et en a payé un prix lourd. Y a un truc un peu, une chose un peu théologique dans les mouvements sociaux et notamment les mouvements populaires massifs comme celui-là, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont impossibles tant qu'ils sont pas lieu et puis qu'ils sont inéluctables une fois qu'ils se sont déclenchés. L'Algérie, à ce titre, ne fait pas exception. Et pour revenir brièvement sur ce qui s'est déclenché, vous le savez, Bouteflika était à son quatrième mandat, mais surtout souffrait depuis 2013 à la suite d'un AVC, d'handicap particulier, où il était pratiquement absent de la scène politique, ou complètement absent d'ailleurs de la scène politique, au point où il y avait ces éléments un peu de ridicule de la mise en scène du pouvoir, où il était représenté par un portrait de son jeune lui encadré dans les cérémonies officielles. Et où en février 2019, il va y avoir tout de même une annonce pour des élections présidentielles qui devaient se tenir au départ en avril, d'une candidature, une 5e candidature à un mandat présidentiel. Et donc, on peut se dire que l'un des éléments déclencheurs de ce mouvement, hein, en tout cas, c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est la candidature de Bouteflika, qui est au pouvoir depuis 1999, qui est durablement affaibli, qui est complètement absent, qui est souvent absent à la fois des médias, mais aussi absent du territoire algérien, puisqu'il multiplie les voyages pour se faire soigner à l'étranger. Et c'est d'abord dans l'est du pays, notamment le 16 février qu'on va avoir à Kherata, on l'a vu cette année, on a fêté cet anniversaire, qu'il va y avoir des manifestations dans des villes moyennes de l'est du pays, mais il va y avoir aussi sur les réseaux sociaux un appel à manifester le vendredi 22 février de façon assez massive. Il va y avoir à la fois
des appréhensions un peu qui sont liées à cet appel en disant pourquoi il est anonyme. Il est anonyme tout simplement parce que l'Algérie est un pays autoritaire, mais aussi le fait que le rendez-vous soit fixé après Salat el-Jumu'ah, la prière du vendredi. On va dire, est-ce que ce sont les islamistes qui sont derrière cet appel à manifester? Qui sont les acteurs qui sont derrière? Il n'en reste que, malgré les discours complotistes qui ont été relayés par certains médias, et pas seulement des médias d'État, lorsque le 22 février arrive, on a des centaines de milliers d'Algériens qui manifestent dans plusieurs villes du pays, que les manifestations sont nationales, qu'elles sont pacifistes, qu'elles sont intergénérationnelles, qu'elles sont interclasses et surtout qu'elles ont pour mot d'ordre, telle une rengaine répétée, Selmiya, pacifiste, et qu'elles sont indéniablement politiques aussi dans leurs revendications. On avait comme revendication principale, justement, dès le départ, Ya Bouteflika Makanch el-Khamsa, au Bouteflika, il n'y aura pas de 5e mandat. Et donc, on a des personnalités publiques telles que Yahya aussi, ou Saïd, le frère de Bouteflika, le frère du président, qui était pendant un moment pressenti comme étant peut-être la personne qui prendrait la tête de l'Algérie, qui sont directement ciblés par les manifestants. Et on est aussi dans un moment où les personnes peuvent elles-mêmes, dans un pays où pratiquer le métier de journaliste demeure dangereux, et on le voit bien encore aujourd'hui, où il y a des arrestations qui se multiplient, où n'importe quel citoyen peut prendre son téléphone portable, filmer et être en live sur différentes plateformes pour essayer de rendre compte des événements dont il est acteur et qui se déroulent. Et ce Hera qui marque pleinement une réappropriation de l'espace public. Les autorités aussi ont mis en avant cette question de la corruption. Les dirigeants sont appelés la bande, la SABA, la mafia, ça pourrait en être une traduction. Et on a progressivement un mouvement qui va s'élargir, et malgré des tentatives de décourager la mobilisation qui vont être de diverses sortes, on va à la fois rappeler de nouveau les fantômes de la guerre civile, rappeler les issues politiques de la contestation en Syrie notamment, et en Égypte. On se souvient pour certains du discours de Ahmed Ouyahia devant le Parlement, où il disait en Syrie aussi ça a commencé avec des fleurs, en se référant au fait que les manifestants et les manifestantes avaient offert des roses aux policiers. Et donc la mobilisation, elle prend de l'ampleur. Elle est principalement des mobilisations de rue, à la fois le vendredi avec tout le monde, mais également le mardi on a les mobilisations étudiantes. Et dans cette première phase du Hirak, on a aussi beaucoup de mobilisations sectorielles, notamment des mobilisations de journalistes, des mobilisations de magistrats aussi. Et donc, on a ce côté très important de tous les corps qui sont en train de se mobiliser. Et que de ce mouvement qui prend de l'ampleur. Après le renoncement de Bouteflika à briguer un 5e mandat, on voit que le slogan évolue un peu. On dit on ne veut pas de mandat 4,5, puisqu'au départ, il n'avait pas encore démissionné, en disant en fait, ça ne nous satisfait pas, il faut des résultats plus rapidement. Les autorités annoncent des réformes cosmétiques comme d'habitude, une nouvelle constitution, on annonce qu'il y aura des élections qui vont se tenir, etc. etc. Mais cela n'apaise pas, en tout cas, le mouvement populaire qui a lieu, et Giovanna le rappelait tout à l'heure, à la fois en Algérie, mais à la fois, vous savez que l'immigration algérienne a été actrice et partie prenante aussi à cette lutte, notamment en France, puisque la plupart des Algériens qui vivent à l'étranger et de leurs descendants vivent en France. Et donc, on prit part les dimanches à des manifestations, notamment sur la place de la République. Et les autorités vont, au départ, on a l'état-major de l'armée qui va se solidariser un peu de cette première échéance électorale, qui va essayer de jouer un petit peu sur
sur la rhétorique habituelle du régime politique algérien, c'est-à-dire la rhétorique de l'ingérence. Ce seraient des manifestations qui sont instrumentalisées depuis l'extérieur, qui va jouer aussi sur la peur du chaos, tout simplement. Mais progressivement, l'armée va se distancer et le premier discours, à un moment, va émerger du président qui va dire que, enfin, du chef d'état-major de l'armée qui va dire que finalement, le peuple et l'armée ont la même vision des choses, et progressivement, on va avoir justement de plus en plus Ahmed Gaïd Salah, qui est à la fois vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée, qui va appeler à une processus à déclarer l'état d'empêchement pour le président Bouteflika, pour que en fait la Constitution prévoit alors que c'est le chef du Sénat qui prendrait le pouvoir politique. Et donc, tout cela va aboutir au fait que Bouteflika va démissionner, forcé, hein, bien entendu, notamment par l'armée, de son rôle de président, le 2 avril 2019. Et sur ce, bon, ça, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais sur ce, on a la fin de cet acte 1, où on se pose la question de comment ça se fait que dans un régime politique, on a l'habitude d'empêcher les mobilisations. Les mobilisations n'ont pas été empêchées. C'est sans doute par leur caractère massif, la présence de femmes aussi, d'enfants, le degré très pacifiste d'une citoyenneté exercée de manière presque exemplaire. On se rappelle aussi de ces images de personnes qui nettoient les rues après les manifestations, qui ont rendu l'option de la répression massive, on le rappelle, pour un régime algérien qui a d'ores et déjà tiré sur son peuple. Ce ne serait pas la première fois que des manifestants sont réprimés par la violence physique. Mais là, à ce degré-là, dans cette visibilité-là, c'était une option impossible. Ce qu'on va avoir aussi, c'est impossibilité de réduire les revendications à des dimensions économiques, ou de procéder seulement à de la redistribution de la rente, puisque, on l'a dit, les revendications étaient très fortement politiques, et ce, depuis le début. Et ce qu'on va avoir, c'est aussi des mécanismes discursifs et communicationnels de l'autoritarisme algérien. On va essayer de jouer sur des divisions ethno-linguistiques. On va essayer de jouer sur la rhétorique de l'ingérence en disant que c'est la main de l'étranger qui manipule les manifestations. On va jouer aussi sur la peur du chaos. Mais progressivement, en fait, ce qui va être mis en place, et là aussi, ça revient un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, le fait qu'il y a des factions et des clans dans ce régime politique, et qu'il est caractérisé aussi par ce qu'on avait nommé à la suite de Mohamed Hachmaoui les dirty tricks politics, qui font que les mobilisations vont devoir on va sacrifier des personnalités politiques de premier plan. Il va y avoir énormément d'arrestations dans le cadre du régime politique algérien, et au-delà, notamment des personnalités économiques de premier rang qui vont... et on va interdire, par exemple, les jets de partir d'Algérie en se disant ils vont partir avec de l'argent, etc. etc. La phase numéro 2, elle commence à partir de la démission de Bouteflika, et avec le moment du régime d'intérim, où en fait l'armée va de facto assumer le devant de la scène politique, alors même que normalement c'est Ben Salah qui est le président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, qui va devenir président par intérim. Mais on l'a dit, c'est pas très étonnant, à la fois parce que il y a cette dualité entre les règles formelles et les règles réelles en Algérie, mais aussi parce que dans les moments de crise politique algérienne, de toute l'histoire politique algérienne, c'est l'armée qui prend le devant de la scène politique. Et là, la stratégie va un petit peu changer. On va essayer de se réapproprier le Hirak et ses conséquences en disant finalement c'est grâce à l'armée que Bouteflika a démissionné et qu'on a eu ses acquis. On s'approprie une partie de la rhétorique des manifestants
mais on va commencer à mettre en place cet élément en disant, en réalité, il existe deux Hirak, le Hirak béni qui a permis d'arriver jusqu'à là, donc la démission de Bouteflika, l'arrestation de certaines personnalités politiques, et puis il y a des personnes manipulées, des personnes radicales, qui sont justement sur ce slogan qui était apparu à la suite du renoncement de Bouteflika à sa candidature au 5e mandat, qui était Itnhaouguer, qu'ils dégagent tous. Et donc, ce mouvement dégagiste qui manque de réalisme et donc dont il faut se méfier parce que justement, il faut une autre voie pour l'Algérie. Et là, on va avoir à la fois des sacrifiés, on l'a dit, mais on va avoir aussi une répression qui va aller crescendo pendant cette période-là, avec notamment, on va cibler l'emblème Amazigh et donc tous ceux qui le portent ou des déclinaisons de cet emblème-là pour les arrêter. Il va y avoir des arrestations de plus en plus lors des manifestations. À ce moment-là encore, la plupart des personnes sont arrêtées puis relâchées. D'autres restent en détention puis sont jugées. On pense que à ce moment-là, notamment, le caricaturiste Nîmes a été emprisonné, mais la plupart sont bien sûr des manifestants et des manifestantes ordinaires. Et puis surtout, il va y avoir cette insistance très forte à ce qu'il faut qu'il y ait une échéance électorale, il faut sortir par l'élection. Et finalement, alors même que dans la rue, on disait « vote », cette année, il n'y aura pas le vote, on a l'institution militaire qui insiste que l'issue sera le vote. Après avoir déplacé une deuxième fois le scrutin, faute à défaut de candidature suffisante, eh bien, on va cette fois le tenir manu militari entre guillemets de force le 12 décembre et je vous ai mis le taux d'abstention, il est de plus de 60%. On disait bien que dans un régime où les élections étaient non compétitives, eh bien, il n'y avait même pas à bourrer les urnes, mais les gens ne se déplacent pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu électoral. C'est pas comme ça en tous les cas qu'on obtient le changement. Et on a à ce moment-là l'élection de Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État. Et là, on repart sur une modalité d'existence de l'ordre politique algérien presque ordinaire, entre guillemets, puisqu'on a de nouveau, et ça c'est un accident de l'histoire, enfin, je veux dire, on dirait presque, enfin, le fait est que juste après l'élection de Abdelmajid Tebboune, qui a été caractérisée dès son lendemain par une répression très forte, je sais que dans ma ville, Oran, le lendemain de l'élection de Tebboune, il y a eu une répression très forte de la manifestation en disant vraiment là maintenant on rigole plus entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui continuent à manifester, on les traite comme des personnes radicalisées, comme des personnes qui veulent faire de la division au sein du pays. Eh bien, on va avoir de nouveau, avec la mort de Ahmed Gaïd Salah fin décembre 2019, pardon, eh bien, l'armée qui va de nouveau être en retrait de point de vue formel, c'est-à-dire qu'elle n'est plus au devant de la scène politique, elle n'est plus visible autant qu'avant, et on va avoir le pouvoir qui est plus ou moins assumé par une personnalité civile, hein, malgré le fait que, comme vous le savez, le président Abdelmajid Tebboune a été atteint du Covid et a disparu complètement de la scène politique dans quelque chose d'assez surréaliste, de soigné en Allemagne et dont on n'avait aucune nouvelle pendant plusieurs semaines d'affilée. Quoi qu'il en soit, cet troisième acte, à la fois, on a de nouveau un pouvoir civil, on va avoir les stratégies qui, je l'espère, vous l'aurez compris, sont habituelles dans le cadre du régime algérien qui vont être déployées. Une nouvelle constitution dont on force l'adoption, puisque malgré l'abstention massive, on va la mettre en place en 2020 avec 76,86% d'abstention. Hein. On met en place des réformes, hein, et on reconnaît le hirak au sein de la constitution même. On va aussi profiter de la pandémie et de la situation liée à la Covid-19 pour réprimer assez massivement, puisque les manifestations de rue deviennent impossibles. D'abord, ce sont les manifestants eux-mêmes qui ont cessé de manifester, mais ensuite, Abdelmajid Tebboune avait communiqué sur la question. Et lorsque cette phase-là
pendant lesquelles il n'y avait pas de manifestation de rue, il y a eu énormément d'arrestations. On pouvait de plus en plus cibler les personnalités du Hirak local, mais aussi de façon arbitraire certaines personnalités qui sont jugées de façon plus ou moins rapide, qui ont des peines de prison plus ou moins longues, sous des couverts plus ou moins précis, mais c'est des insultes à corps constitué, c'est des accusations d'ingérence avec l'étranger, c'est des accusations de terrorisme aussi qui sont retenues contre les marcheurs. Et enfin, là, on est dans un contexte où le régime tient à dissoudre l'Assemblée et à tenir des nouvelles élections, encore une fois, dans une forme de réformite qui ferait un petit nettoyage cosmétique à l'autoritarisme algérien, avec des élections qui doivent se tenir tout bientôt et qui, alors même que juste après le retour sur la scène politique de Abdelmajid Tebboune, après sa maladie, on avait eu cette rhétorique de je veux tendre la main aux manifestants du Hirak, et la sortie de certains prisonniers politiques, et notamment de personnalités, de prisonniers politiques un peu emblématiques, comme le journaliste Khaled Drarini, dont vous avez tous entendu parler, et bien là, depuis 2 semaines au moins, ou 3 semaines, une répression très très massive avec énormément d'arrestations, mais aussi avec depuis 2 vendredis l'empêchement total de manifester à Alger. Ça, c'était Alger hier, où la manifestation du Hirak n'a pas pu se tenir puisque le dispositif policier était très important, et c'est le 2e vendredi suisse. Et puis, il y a des associations, notamment le collectif de défense des détenus politiques, qui dénombre plus de 187 détenus politiques actuellement en Algérie, et c'est des données qui ont été mises à jour par l'association le 27 mai. Pour conclure et pas conclure sur cette note très triste de la répression qui reprend de plus belle, et de cette situation politique actuelle, je voudrais parler de est-ce que le Hirak est une révolution, qu'est-ce que le Hirak a permis d'acquérir. Je lui disais que c'est une aparté de parce que je pensais vous parler un petit peu des féministes dans le Hirak, mais peut-être qu'on pourra en parler au moment des questions-réponses. Mais pour beaucoup, en fait, tout ce qui est cette question de la révolution, elle a été beaucoup repensée à l'aune des révoltes et des révolutions qu'ont connues les mondes arabes et méditerranéens depuis 2010-2011. Et c'est vrai que la science politique, notamment, inspirée aussi par la définition historique de ce que c'était qu'une révolution, on avait tendance à ne considérer comme révolution que les révolutions réussies de l'autre bout du spectre, c'est-à-dire qu'on a un changement de régime de politique majeur et assez soudain qui désignerait la révolution. Mais de plus en plus, on est sur des appréhensions un peu différentes de la révolution, notamment à l'aune de ce qui a été étudié, et se dire que finalement aussi, on va avoir de plus en plus de personnes, et notamment il y avait un numéro de la Revue française de sciences politiques sur les mouvements populaires qui l'avait dit. Si on va parler de situation révolutionnaire, on va aussi qualifier de quelque chose de révolution qui est en lien avec l'ampleur des revendications. Et donc, la revendication pour l'Algérie de Daoula Madaniya Machia Askaria, d'un État civil et non militaire, c'est une revendication révolutionnaire. On va aussi qualifier la révolution par ses acteurs, c'est-à-dire les acteurs révolutionnaires qui s'inscrivent dans un combat révolutionnaire, ou de par son idéologie. En tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un processus long. Là aujourd'hui, le régime politique algérien n'a pas, on a beau parler sur les réseaux sociaux, les Algériens ironisent beaucoup sur cette question de Jazair el-Jadida, une Algérie pseudo-nouvelle qui aurait existé à la suite de tout ça. Eh bien, l'Algérie n'est pas nouvelle. On est même dans la forme que prend l'autoritarisme, on est assez similaire à ce qui a existé auparavant. En revanche, et ça c'est pour finir vraiment sur des touches positives aussi, et sur lesquelles à la fois en tant que citoyenne algérienne, mais aussi en tant que chercheuse en sciences sociales, je suis convaincue que ça a des impacts et que j'espère pouvoir étudier dans mes travaux à venir, c'est qu'on a vraiment une libéralisation de l'espace public, une réappropriation de l'espace public, en fait,
pour ceux qui connaissent un petit peu la sociologie des mouvements sociaux, vous savez que en fait, on dit beaucoup sur de ces mouvements sociaux que la rue est socialisatrice à la politique, qu'en fait, il y a eu beaucoup de contacts, qu'on a pris la parole, qu'il y a des apprentissages qui sont incorporés, notamment par une population qui est très, très jeune. Hein. L'Algérie est démographiquement très jeune, et donc il y a tous ces lycéens, ces collégiens, mais aussi ces étudiants à l'université qui ont fait leur socialisation politique à un moment où on se dit que la révolution ou qu'un changement de régime politique majeur est possible. Et je le rappelle que plus de 2 ans après, les Algériens et des Algériennes tentent encore de sortir le vendredi. C'est-à-dire que les armes n'ont pas été baissées malgré la pandémie, malgré la situation économique, malgré la répression, que des personnes sont encore prêtes à prendre la rue. La question aussi qui s'est posée par rapport à ce mouvement-là, et je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus au moment des questions, c'est en fait si vous avez un mouvement populaire et donc en fait sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire sa force d'être intergénérationnel, interclassiste, de regrouper des personnes dont les affinités politiques seront différentes si on s'inscrit dans une modalité d'action plus partisane ou associative, eh bien peut connaître aussi ses limites en termes programmatiques, mais en tous les cas, il y a eu aussi des velléités d'organisation qui sont indéniables. Et tout comme je pense qu'on doit se méfier de certains leitmotifs du type opacité, je pense qu'il faut se méfier des leitmotifs de type c'est des mouvements sans leadership, c'est des mouvements sans organisation, etc. Parce qu'en réalité, il y a une multitude d'acteurs qui existent et d'organisations qui existent à la fois partisanes et non partisanes. Je vous parlais tout à l'heure des chiffres sur les détenus. Elles sont là par un collectif d'avocats de défense des détenus. Et donc, malgré qu'ils soient informels, malgré qu'ils soient non déclarés à la préfecture, etc., c'est des modalités d'organisation du politique et ce sont des organisations et des corps intermédiaires au sens plein, en ce sens-là. Voilà, merci beaucoup. Désolée d'avoir été un peu longue et donc un peu rapide à la fin pour aller jusqu'au bout de ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Falida, pour cette analyse extrêmement fine. Dedans, dehors, je dirais, du phénomène du Hirak. Je suppose que vous avez des questions à poser. Je pense que vous allez... qu'il doit y avoir... peut-être vous avez besoin de digérer 2 minutes la masse assez impressionnante d'informations et d'analyse. Si vous voulez vous exprimer. Est-ce que les élections législatives prévues le 12 juin vont vraiment avoir lieu? Et qu'est-ce que vous en attendez? Enfin oui, elles vont avoir lieu. Je pense que tout comme ils ont réussi le régime a réussi à imposer les élections, l'échéance électorale du 12. Eh bien, du 12 décembre 2019, le régime est là assez fort, j'ai l'impression, pour pouvoir imposer les élections, mais elles ne vont rien apporter de plus que les élections législatives habituelles en Algérie. C'est-à-dire qu'elles ont leur utilité en réalité, mais elles n'ont pas leur utilité pour les citoyens et les citoyennes. En fait, c'est des systèmes de cooptation, d'échange de prébendes, de clientélisme. En fait, le régime algérien, et donc pour les gens qui se portent candidats, ça a un sens de se porter candidat entre guillemets parce qu'on peut obtenir des gains politiques. Mais là encore, on a de nouveau des créations de partis, des scènes politiques qui sont complètement brouillées, des appels au boycott massif, mais surtout comment vouloir tenir des élections qui se veulent démocratiques dans un contexte où on accroît la répression en parallèle. C'est vraiment la question qui se pose, sachant qu'en plus même je vous l'ai dit, en fait, depuis, on est presque sur un régime autoritaire qui a une votite aiguë. C'est-à-dire que non seulement on a voté pour un président, mais on a voté pour une constitution, alors même que l'une des revendications du Hirak, c'était justement c'est une assemblée constituante, c'est-à-dire qu'on voulait voter pour des gens qui feraient, eux, la constitution en suivant le modèle de transition de la Tunisie. Et ça, on ne l'a pas eu, ça a été une constitution imposée vers le haut. Et donc, le pouvoir législatif algérien, à bien des égards, complètement fantomatique.
Même d'ailleurs, quand on regarde sur les politiques publiques, Giovanna le disait tout à l'heure, moi, au-delà des mouvements sociaux, ma thèse porte principalement sur des politiques migratoires. Et quand on voit, ça peut paraître comme des objets peu chargés, mais c'est assez intéressant aussi de voir comment une politique migratoire est votée dans un régime autoritaire. En fait, c'est le Conseil des ministres qui fait tout. C'est le Conseil des ministres qui... Et donc, c'est même le processus législatif est profondément exécutif en Algérie. C'est donc même du point de vue de la loi et de ce qui peut advenir, parce que certains vous diront il faut réformer le système de l'intérieur et donc il faut jouer ce jeu politique-là. En fait, c'est pas très possible. Et est-ce que l'Irak est soutenu par d'autres pays du Maghreb? Je pense à la Tunisie, par exemple, en particulier d'ailleurs. Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, ça dépend de qu'est-ce que vous appelez comme soutien. Je pense que, comme en tous les cas, le Hirak et en fait le caractère, je pense, pacifiste du mouvement et aussi massif a beaucoup suscité de soutien. Après, c'est vrai que c'est un peu difficile de soutenir par d'autres moyens parce qu'on est sur un État, l'Algérie, qui est un État qui est très souverainiste. Qui est très difficile, ou en plus dire qu'il y a de l'ingérence étrangère, c'est un moyen de discréditation des acteurs politiques. Ça veut dire que au-delà, et je pense que vous faites bien de parler des acteurs du Sud, parce que à la limite leur rôle politique pourrait être un peu mieux vu que d'autres, mais en tous les cas, quand il y a eu des avis de l'Union européenne, de la Commission des droits de l'homme, par exemple, sur la répression, etc. Vraiment, du point de vue du côté algérien du régime, ça a été vraiment d'essayer de discréditer ces prises de position. Et puis, par ailleurs, on va le dire aussi, du côté de la rive nord de la Méditerranée, on est sur des acteurs pragmatiques qui veulent des partenaires solides dans le Sahel. Et quand je dis des acteurs pragmatiques, je parle notamment de la France, et où leur intérêts politiques ne sont pas forcément dans une démocratisation qui, dans des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, fait souvent peur parce qu'elle serait synonyme de la venue des islamistes au pouvoir. D'accord, merci. 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 Alors, il y a une question, enfin, il y en a plusieurs. Riam, je vous laisse poser la question. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais vous demander, en fait, j'ai été interpellée par le titre que vous avez donné, une évolution éventuelle, et par votre retour sur la définition en sciences politiques du terme de révolution, que j'entends aussi, enfin, que je connaissais aussi comme désignant un mouvement achevé, réussi. Outre la socialisation politique dont vous avez parlé, est-ce que j'ai du mal à voir vraiment quelles sont les perspectives d'évolution politique du point de vue de la société civile, puisqu'elle refuse enfin, en tout cas, oui, elle refuse de participer aux élections. Je pense notamment, est-ce qu'il y a des systèmes de gestion alternatifs qui sont mis en place dans la société civile, des associations? Est-ce que ça parvient à émerger après 2 ans, ou est-ce qu'on est dans un statu quo où la crise sanitaire a un peu bloqué les choses? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une question très stimulante, en fait. C'est une question qui pourrait être appréhendée de manière très, très différente d'une des autres. La question, en fait, c'est pour ça que j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai voulu vous parler de l'histoire politique d'Algérie, parce qu'en fait, comprendre exactement pourquoi ce mouvement se déroule comme il se déroule, c'est impossible de le comprendre, notamment la réticence à faire partie d'un système partisan si on ne connaît pas la manière dont les partis politiques qui sont d'ores et déjà existants, et notamment des partis qui ont été des partis d'opposition historiquement, ont été cooptés et réprimés. Et donc, c'est vrai que l'organisation partisane en Algérie en tant que telle est discréditée parce qu'elle est perçue comme une modalité d'organisation pour recevoir des contreparties. C'est vu comme des corps intermédiaires clientélaires en grande partie. Donc c'est vrai que la question du processus électoral, elle se pose, et en sciences politiques, on considère aussi l'abstention et le retrait comme étant des formes politiques aussi d'expression, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de légitimer des consultations électorales
en y prenant part, soit en tant que parti, soit en tant que votant. Et c'est pour ça aussi que ça donne ça. La question des associations, elle est autre. On est d'accord, l'une des limites de ce mouvement, c'est le fait que sa modalité d'action principale, voire presque unique, a été la manifestation de rue. Or, on ne pourrait pas concevoir plein de modalités d'action différentes. Pour ce qui est du degré d'organisation, en fait, il n'y a pas une organisation qui chapeaute tout le Hirak, tout simplement parce que le Hirak, il est très, très divers. En termes politiques, on a des islamistes au sein du Hirak, on a des libéraux, voire même des éradicateurs au sein historiquement, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment très anti-islamistes au sein du Hirak, on peut les avoir aussi. On a des associations féministes au sein du Hirak, on a des partis, des associations plus avec des sensibilités ethno-linguistiques, etc., etc. Donc on a toute cette pluralité d'acteurs. Et cette pluralité d'acteurs, en tout cas, sont d'accord pour une chose, c'est qu'il faut la fin d'un régime militaire. Mais au-delà de ça, avoir un projet commun, c'est très compliqué parce que c'est des acteurs qui, si vous étiez sur une scène politique qui n'est pas autoritaire, seraient à l'autre bout du spectre politique les uns des autres. Ça serait des ennemis politiques, mais qui pourraient jouer potentiellement un jeu de conquête du pouvoir et perdre ou gagner des élections. Ça, c'est d'autres questions. En tous les cas, moi, je pense qu'en termes d'organisation militante, vraiment, le Hirak a insufflé quelque chose qui peut encore donner des résultats. J'en parle, j'aurais voulu vous en parler, je vais prendre le temps des questions pour en parler, notamment par exemple si on regarde les mouvements féministes algériens, qui sont des mouvements féministes où au moment des années 80 étaient en pleine ampleur alors même que les associations étaient interdites. On avait beaucoup de manifestations de rue de mouvements féministes algériens contre le code de la famille, etc., dans les années 80 déjà. Et qui, dans les années 2000, les années de Bouteflika, se sont un peu ONUisées, mais où on avait des associations féministes qui beaucoup travaillaient peu par des manifestations de rue, mais qui travaillaient sur des associations qui étaient en train de collaborer avec des acteurs d'organisations internationales sur des politiques d'empowerment, de transfert de savoir, etc., qui ne sont pas du tout inutiles, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais en tous les cas, et vous aviez sans doute un peu des difficultés de transmission à la fois des mémoires militantes des femmes algériennes, mais à la fois de liens intergénérationnels entre les militantes, entre nos mères, nous et nos petites sœurs, entre guillemets, alors que le Hirak, il a permis ça, en tout cas, par exemple, pour les mouvements féministes. Il a permis de se restructurer, de faire de la transmission de savoir-faire et de savoir-être, de se aussi nationaliser, parce qu'il y a beaucoup d'associations féministes locales qui, et après, il y a eu les premières réunions de coordination nationale, par exemple, d'associations féministes, et de porter un message qui n'était pas un message qui était du tout unilatéral du Hirak, c'est de dire il n'y a pas de droits de l'homme sans des droits des femmes et il n'y a pas de temporalisation des luttes. De dire, bon, bah, en fait, le fait que certains acteurs rétorquaient Mchiwartha, c'est pas le moment, et bien disait, bah, en fait, non, tous les droits humains sont des droits humains et donc on ne peut pas penser à construire une démocratie sans parler des droits des femmes de façon concomitante et il ne faut pas temporaliser les luttes, il faut les mener de façon parallèle et qu'elles vont se renforcer l'une l'autre au lieu de se nuire l'une l'autre, comme si une lutte allait vider les forces vives de l'autre. Donc, par exemple, sur cette question-là, on le voit assez bien incarné. Sur l'organisation de la diaspora aussi, on voit dans quelle ville, en fait, le maintien du lien avec le pays d'origine, la socialisation dans des groupes militants, etc., elle existe réellement. Et puis, on peut parler aussi d'associations comme Nida 22, qui a existé surtout par les réseaux sociaux, mais qui a organisé énormément de débats en ligne, qui a fait appel à énormément à la fois de militants, mais aussi de chercheurs, etc., pour essayer de porter une parole sur la politique algérienne, parce qu'il y a un moment aussi, il ne peut y avoir de politique que si l'on parle de politique. Et donc, cette question de la prise de parole sur la politique, le positionnement, etc., ils sont assez importants. Donc, les organisations, je pense qu'elles sont là. Après, elles souffrent. On voit bien là, je ne sais pas si vous suivez l'actualité algérienne, mais on voit que le président de Raj a été convoqué judiciairement. On voit que le ministère de l'Intérieur mène une cabale contre cette association qui existe pourtant depuis les années 90. Et donc, on voit bien que c'est pas évident, en fait. C'est pas évident non plus parce que en fait, quand on regarde les stratégies de répression du régime algérien, elles sont un peu, elles reposent sur deux
quelques mécanismes qui sont assez efficaces, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Ça veut dire qu'on est sur de l'intimidation en premier lieu. On est sur du recul politique, laisse tomber. On est sur plutôt on ne va pas forcément réprimer durement. Après, elle repose aussi sur des lignes rouges qui sont mouvantes et de l'arbitraire. C'est-à-dire que pour le même fait, vous pouvez une fois être arrêté, une fois ne pas être arrêté. Et donc, ça va mettre en place souvent des mécanismes d'autocensure. On est sur aussi des lettres de loi qui sont tellement vagues qu'elles peuvent permettre l'arrestation de n'importe qui et n'importe quand. Et donc, là, par exemple, l'une des hypothèses qu'on peut faire, parce que ce n'est pas non plus un régime totalitaire qui est prêt à mettre toute la population, c'est un régime qui est dans une certaine forme de quête de légitimité aussi. L'une des hypothèses qu'on peut faire, c'est que la répression actuelle, par exemple, elle est liée au scrutin électoral législatif. Et qu'une fois que le scrutin électoral, il y a toute une partie de ces prisonniers des pognons qui vont être relibérés, sans explication aucune. Et puis, il y a d'autres qui vont rester. Et là aussi, sans explication aucune. Il y a des personnes qui ont été c'est-à-dire que vous libérez un journaliste, vous en arrêtez un autre, vous libérez un militant des droits de l'homme, vous en arrêtez un autre. Et c'est aussi sur ça aussi qu'on empêche la société civile de s'organiser comme telle. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est vrai que si on passait ça serait... mais c'est aussi parce que l'autoritarisme est aussi, pour les acteurs qui sont impliqués dans les coalitions de régime, une question de survie au sens premier du terme, du terme survie presque, puisqu'on a bien vu, souvent, quand on essaye de faire tabula rasa, ça veut dire procès, ça veut dire opération main blanche, donc enquête sur qu'est-ce qui s'est passé quand, et que beaucoup ne sont pas prêts du tout à assumer ces conséquences politiques-là, qui sont celles de la démocratisation aussi. C'est pas juste je perds le pouvoir, en fait. C'est pas comme en démocratie, je perds le pouvoir, je suis pas plus candidat. C'est aussi c'est se retrouver avec d'autres éléments à gérer. Merci Farida. Alors, il y a deux questions auxquelles j'ajouterai une petite dernière de mon côté. Une concerne le rôle futur de l'armée, à votre avis. La question de Nelly, c'est pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du rôle futur de l'armée et du futur du mouvement social compte tenu des derniers développements? La deuxième question porte sur la place des féministes dans le Irak. Et moi, j'ai une curiosité, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est très commun que les diasporas se mobilisent au point d'avoir tous les vendredis ou presque, place de la République à Paris, mais à Marseille aussi, je crois, et ailleurs probablement, des rassemblements dans lesquels moi, je n'ai pas vu un seul islamiste, donc ça m'a un peu surpris ce que vous avez dit. Je suis un peu l'association qui s'appelle ACDA, qui est une de ceux qui appellent aussi à la manif à la République, et c'est plutôt des vieux militants assez classiques et pas du tout plutôt anti-islamistes. Voilà, vous avez trois questions et quelques minutes pour la réponse. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la dernière question, celle de la mobilisation des diasporas. En réalité, oui, c'est assez commun. C'est assez commun, notamment, ça a été beaucoup documenté pour les mobilisations à distance, c'est comme ça qu'on les appelle dans les sciences sociales en français, pour les Égyptiens. Je pense notamment au travail de Léa Franck-Muller, mais aussi de Célia Lamblin, donc sur la mobilisation à distance, mais aussi sur les Tunisiens, notamment les travaux de Vincent Gesser sur les Tunisiens depuis l'étranger. Donc, on a eu des relais comme ça. La différence, en fait, elle est due à une chose. Et pourquoi c'est plus visible sans doute dans vos yeux que dans d'autres types de mobilisation? C'est dû à une réalité très simple. La révolution égyptienne a duré 18 jours. La révolution tunisienne en a duré 28-29. En Algérie, on y est encore en grande partie. C'est-à-dire qu'on est sur des semaines. Le mouvement social s'est prolongé dans le temps. Donc, vous avez des mobilisations qui se font très, très longues. Et les Algériens, dans certaines villes, sont très visibles parce qu'en fait, c'est l'une des principales immigrations en France aussi. Hein. Donc, le fait que ça soit pas... D'ailleurs, du point de vue des sciences sociales des migrations, on les appelle mobilisation diasporique. C'est le bon terme que vous avez utilisé. Mais par contre, la réalité sociologique d'une diaspora algérienne, elle se pose puisque, en fait, la diaspora s'est dispersée
dispersés et les Algériens ne sont pas du tout dispersés. La plupart des Algériens qui vivent à l'étranger, plus de 85%, vivent en France et sur certains pôles urbains, ils sont très, très présents. Donc, vous avez beaucoup vu à Paris, à Marseille, à Lyon notamment, où ça a été des vrais relais. Pour la question des islamistes, je n'ai pas du tout dit qu'ils sont majoritaires, mais ils sont présents, ils sont dans les manifestations, ils ne sont pas à titre partisan, donc ils ne sont pas forcément visibles, c'est des individus ordinaires, mais vous pouvez les voir recréer, en tout cas on peut les voir à travers certains slogans. J'ai un souvenir, un moment où j'étais dans les manifestations à Oran, il y avait un moment un groupe qui commençait à scander la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ou Ahmed Gaïd Salah Adwallah, qui veut dire il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed est le prophète de Dieu, et Gaïd Salah est l'ennemi de Dieu. Et donc là, j'étais avec des personnes qui ont dit ah ben non, on n'est pas avec ce groupe-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des scissions complètes, c'est juste d'un moment il y a des slogans dans lesquels on se reconnaît ou on se reconnaît pas. Pour ceux qui manifestent en France, vous avez à certains moments vous pouvez voir des co-manifestants, des camarades pour une lutte scander des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas par rapport à des éléments de la lutte. En tous les cas, le fait que, en partie, je pense que l'un des choses qui brouille aussi le pays, cette question de l'islamisme, c'est de ne pas appréhender l'islamisme dans sa pluralité et de dire en fait les acteurs islamistes eux aussi sont divers, ils sont pas du tout, ils sont plus ou moins radicaux dans les modalités d'action et dans les requêtes. Mais même dans un pays comme la Tunisie, et je répète bien, même dans un pays comme la Tunisie, et je dis bien la Tunisie de Bourguiba, qui a connu aussi une politique très laïcarde pendant un grand moment, quand il y a eu démocratisation, les islamistes ont représenté la majorité électorale, Al-Nahda. Mais par contre, et il reste une force politique en Tunisie aujourd'hui, mais ils sont en perte de voix électorales à chaque élection en Tunisie. Et surtout, en fait, il y a plus islamistes qu'Al-Nahda aussi dans le paysage politique tunisien. Et donc, en fait, il ne faut pas non plus simplifier complètement les acteurs. Et tout comme il y a des acteurs conservateurs et populistes dans des démocraties, il peut y en avoir dans d'autres systèmes politiques qui auraient une résonance politique. Et c'est presque le risque de la démocratie. Je veux dire que ce n'est pas toujours les personnes qui défendent les mêmes combats que nous qui sont élus. Et idéalement, et là je me place pas du tout comme c'est une démocratie, ce serait un système idéalement qui survit à un mauvais vote. Tout comme les États-Unis ont su survivre à Trump parce qu'il y a des systèmes de contre-pouvoir, parce qu'on peut bloquer ça et là les choses, et que être à la présidence, ça ne veut pas être être tout puissant. Et ensuite, eh bien, on peut tout simplement perdre les élections. Mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu sceptique sur le fait que le moyen de sauver la démocratie, c'est d'empêcher les gens d'être élus, même quand c'est des gens pour lesquels je ne voterai pas. Sur la question de l'armée, comme je l'ai dit, en fait, on est reparti sur les éléments actuels. Donc, il faut le dire encore une fois, en fait, quand on parle de l'armée, en réalité, on ne parle pas de l'armée dans son entier. On est encore sur une armée, pour beaucoup, qui est une armée de circonscription. Il y a l'armée en Algérie, dans les travaux sociologiques sur l'armée, il y en a peu, mais qui existent. On voit bien que l'armée est encore un moteur d'ascension sociale. En Algérie, mes cousins ont fait l'armée, donc l'armée elle est plurielle. Là on parle des chefs d'état-major de l'armée, et d'ailleurs sur la question de l'armée on voit bien qu'elle est ambiguë parce que durant toute la première partie du Hirak, avant que l'armée assume le pouvoir politique de façon visible à travers la figure de Ahmed Gaïd Salah, eh bien, on avait l'un des slogans pour pacifier un peu les mobilisations, c'était à chaque fois, c'était de dire Shab al-Jaysh Khawa Khawa, l'armée, le peuple, son frère. Et je me souviens, moi, d'une des mobilisations auxquelles j'ai assisté, qui était une mobilisation des étudiants à Oran, où on partait du campus de El Senia et on allait vers le centre-ville, vers la préfecture, et au moment où on passait devant
devant les casernes, on s'arrêtait et on faisait coucou aux militaires. Donc les militaires et le rapport à l'armée, c'est pluriel, mais c'est aussi dire c'est notre armée, c'est pas votre armée. Donc l'armée, c'est quelque chose de très divers. En tout cas, aujourd'hui, on est sur un Benchika qui a pris la relève de Ahmed Gaïd Salah, qui est aussi une personnalité du régime politique algérien. On est sur une armée qui s'est de nouveau cachée derrière un pouvoir civil qui est celui de Tebboune et qui dit qu'elle reprend son rôle constitutionnel, qui est un rôle constitutionnel qui a évolué parce qu'au titre, mais qui a évolué là aussi dans la lettre écrite et pas dans la pratique. Mais en fait, l'armée algérienne, qui est une armée très souverainiste à l'origine, ne peut pas intervenir en dehors de son territoire. Donc là, on est sur une armée qui potentiellement peut intervenir en dehors du territoire algérien, ce qui historiquement n'est pas le cas. Donc beaucoup ont interprété ça comme des gages donnés aux partenaires occidentaux sur la question malienne notamment, mais je ne saurais pas vous en dire plus que ça, tout simplement parce que ce n'est pas du tout mes domaines d'expertise, mais le problème d'un régime qui ne se donne pas à voir et ne se donne pas à lire, c'est que c'est difficile de l'analyser. On peut faire à certains moments, il faut avouer ce qu'il en est, c'est que c'est des suppositions. Mais le rôle politique reste majeur et à mon avis, il est inchangé, en tout cas en termes d'ampleur par rapport avant le début du Hirak. Pour parler de la question des féministes, j'en ai un petit peu parlé. Malheureusement, en tous les cas, la seule chose que je pourrais en dire de plus, c'est de dire que les luttes ne sont pas terminées, puisque l'une des revendications des mouvements féministes algériens, qui sont aussi des mouvements démocrates, c'est-à-dire que les féministes ne luttent pas seulement pour des enjeux qui seraient qualifiés comme féministes depuis l'extérieur, mais aussi pour la démocratie algérienne, c'est-à-dire que l'un des enjeux, c'est aussi d'obtenir un gouvernement civil et non militaire et une assemblée constituante, mais la question du code de la famille est une question qui est non réglée dans le droit algérien et qui n'a pas encore abouti, et où il n'y a aucun signe actuellement du côté des autorités et du régime politique pour la faire aboutir. On pourrait avoir un régime politique autoritaire, je vous l'ai dit, celui de Bourguiba qui donnerait raison à certaines revendications féministes, par ailleurs. Les deux combats ne sont pas complètement l'un dans l'autre, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions.